Il est 21h30 à Paris et c'est l'heure de la question qui fâche. Nous sommes le vendredi 28 novembre et l'horloge tourne. Il reste précisément 25 jours aux députés et sénateurs français pour adopter un budget pour 2026. Mais la tâche s'annonce quasi impossible. Les désaccords sont beaucoup trop nombreux. On a pu le voir ces dernières semaines dans l'hémicycle où chaque camp jouait sa propre partition sans réelle recherche de compromis. Mais alors sommes-nous les seuls à ne pas réussir à nous entendre pour construire un budget solide? Nos voisins européens s'en sortent-ils mieux? Y aurait-il une exception française? On va tenter d'y voir plus clair avec vous. Stéphanie Villers, bonsoir. Vous êtes économiste et conseillère économique chez PwC France. Il y a un dicton français que l'on attribue à Talleyrand et qui dit « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ». Alors dites-nous, est-ce qu'on peut se consoler en regardant ce qui se passe ailleurs ? Non, non, on est bel et bien le plus mauvais élève de la classe de la zone euro, hein. On est les seuls à avoir un tel niveau de déficit public sur l'année 2025. On sera aux alentours de 5,4% du PIB, sachant que l'ensemble des 19 autres pays qui font partie de la zone euro affichent bon an mal an un déficit autour des 3%. Il y a même des pays qui font des excédents budgétaires. Donc en fait, on s'est un peu isolé, on devient un pays incapable en fait de respecter ses engagements vis-à-vis de Bruxelles. Je vous rappelle qu'on s'est collectivement engagé à aller vers un déficit aux alentours de 3%. Il y a pourtant des difficultés budgétaires que rencontrent d'autres pays. Je voudrais vous faire écouter à ce sujet un manifestant aujourd'hui en Italie. C'était jour de grève car ils s'opposent, ces manifestants, au gouvernement de Meloni qui impose une loi de finances marquée par une hausse des dépenses militaires, une baisse de l'impôt sur le revenu, une taxation des banques et des coupes massives dans la santé, l'éducation et les services sociaux. On va écouter ce manifestant. Nous manifestons contre les nouvelles lois approuvées par le gouvernement en ce moment. Il y a de nombreuses coupes budgétaires dans les domaines de la santé et de l'éducation, et en même temps, on dépense 35 milliards de dollars dans la défense. Nous sommes contre ça. Nos écoles s'effondrent et on ne peut pas tolérer d'autres guerres. Alors les Italiens, bons ou mauvais élèves ? Non, en fait, ils passent des budgets qui sont rigoureux, hein. Ils ont un déficit aux alentours de 3% et ils s'y tiennent. Et pour ça, en fait, ils prennent des décisions un peu dures, notamment en matière de réduction des dépenses publiques, sachant que collectivement, on fait face au même problème. Il faut que nos budgets de la défense progressent. Et ben, pour maîtriser un budget, il faut bien que d'autres postes de dépenses se réduisent. Et c'est bien le problème, en fait, en France, c'est qu'on ne se résout pas à cette problématique comptable. C'est pour améliorer nos comptes publics, il faudrait à la fois faire des réductions dans nos dépenses, faire un effort aussi dans nos recettes. Et on n'arrive pas à imposer par la loi, en fait, à faire passer un budget qui puisse améliorer la situation de notre déficit public. Mais alors, est-ce que c'est lié, cette incapacité, à des contraintes purement internes ou externes qui ne dépendent pas du pays ? Alors non, là c'est purement interne, hein. Il faut l'externe en fait. Pour l'instant est plutôt résilient puisqu'ils acceptent de financer notre dette sans rechigner, hein. Il n'y a pas eu véritablement de tension sur les marchés financiers avec des hausses de taux. Donc il faut arriver à être d'accord en interne, hein, au niveau local, pour faire des efforts. Alors bien sûr, c'est des moments toujours douloureux. Les pays du Sud, après la crise de la dette souveraine, hein, dans les années 2010, ont dû, en fait, on leur a imposé, hein, des efforts drastiques.
Et ils savent ce que c'est, parce qu'ils ont déjà vécu cette période compliquée où ils ont dû revoir leur copie avec des moindres dépenses et des dépenses publiques, avec des hausses de TVA, des hausses d'impôts. Et aujourd'hui, en fait, ils tiennent bon. En fait, ils veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu par le passé, donc ils sont assez rigoureux. Mais c'est ce qui Nous, en nous attend France, selon comme vous? on n'a pas... C'est ce qui nous attend en Ah bah, France selon vous? si on fait... Alors, la question, c'est quand quand ça va nous arriver, mais bel et bien, il n'y a pas d'autre façon de réduire nos déficits publics en faisant des efforts. Alors, ce ne sera peut-être pas avant 2027, puisque bien sûr, on le sait, on n'a pas de majorité au Parlement qui pourrait nous permettre d'avoir un budget qui aille dans ce sens. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose d'ici 2027. Mais il n'empêche qu'un jour, en fait, on va devoir adopter un principe de réalité. On ne va pas pouvoir reculer indéfiniment la nécessité d'aller vers plus de rigueur budgétaire. Je voudrais qu'on poursuive un peu notre tour d'horizon des pays européens. L'Espagne, c'est un cas assez fascinant parce qu'ils n'ont pas de budget depuis 3 ans. Ils n'ont pas réussi à en voter un parce qu'il n'y a pas de compromis possible au Parlement. Et pourtant, l'économie affiche une croissance de 3,5% en 2024. Comment c'est possible, ça ? Oui, alors on voit que le fait de ne pas pouvoir passer un budget d'année en année, donc ça fait effectivement 3 budgets que l'Espagne reprend le seul qui a été voté, c'est-à-dire celui de 2023. Ça pose pas de problème parce que celui de 2023 avait pu maintenir un déficit aux alentours de 3%. Donc en fait, il n'y a pas de crainte de la part de Bruxelles ou des marchés financiers. Ils voient que l'Espagne reste dans les clous en matière budgétaire. Il n'y a pas le budget reste contraint par le fait qu'il n'y ait pas de mesures possibles qui soient prises parce qu'il n'y a pas de vote, donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires, il n'y a pas non plus de hausse d'impôts, ce qui fait que l'Espagne, en fait, arrive à avoir une croissance très honorable. D'ailleurs, ça devient le moteur de la croissance de la zone euro. Il faut aussi rappeler quand même que l'Espagne, tout comme l'Italie, ont pu bénéficier en fait des fonds européens qui, depuis la fin de la crise Covid, a quand même stimulé l'économie locale, c'est-à-dire l'économie espagnole. Mais s'il n'y a pas de dépenses supplémentaires, il n'y a pas de nouveaux investissements, il n'y a pas de nouveaux projets possibles. Ça, ce n'est pas un frein à terme à la croissance ? Alors, la dépense. Oui, alors là, je parle de la dépense publique et il n'y a pas de dépenses supplémentaires, notamment dans la dépense sociale. C'est ça que ça signifie. La part de l'investissement qui doit être réalisé par le secteur public, comme je vous ai dit, en Espagne, a été maintenu et soutenu par le fonds européen, EU Next Generation. L'Espagne a pu bénéficier, a été le deuxième destinataire le plus favorisé par ce fonds européen. Ils ont pu obtenir à peu près 140 milliards d'euros et ça bien sûr, ça stimule l'économie interne, l'économie locale. On passe de l'Espagne à l'Allemagne. Là, le modèle est encore différent puisque le pays a adopté son budget 2025 en septembre seulement. Donc, il a mis un peu de temps pour mettre au point ce budget. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est le signe que finalement, ça ne va pas très bien non plus et qu'on peut le comparer à la France ? Alors l'Allemagne est dans un cas, dans une situation complètement différente parce que l'Allemagne a toujours est très rigoureuse d'un point de vue de ses finances publiques. Donc, jusqu'à présent, elle a fait très attention. Sa dette publique sur son PIB aux alentours de 64%, quand nous, on est à 115%. Donc, on voit à quel point ils tiennent à avoir un budget public strict et rigoureux, mais ça fait 2 ans en fait que l'Allemagne fait face à une récession économique qui a été déclenchée avec notamment la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Et on voit bien que le nouveau chancelier, Friedrich
Mersch a fait une espèce de révolution copernicienne et a annoncé un vaste plan de relance qui commencera l'année prochaine, qui sera à hauteur de 500 milliards d'euros pour stimuler l'économie allemande, qui en a bien besoin, notamment en matière dans les infrastructures, mais elle a besoin aussi de construire sa défense. Et alors pour ça, l'Allemagne va déroger un peu à son habitude et dès l'année prochaine va avoir un déficit public de 4%. Mais ce sont des dépenses supplémentaires qui vont aller dans la production en fait, et donc qui va stimuler ça va stimuler la croissance. Donc ça, c'est véritablement de l'investissement supplémentaire, alors que nous les Français, lorsqu'on emprunte sur les marchés financiers, c'est essentiellement pour financer nos dépenses sociales, c'est-à-dire les retraites, notre santé, ces postes-là. C'est sur cette question justement que je voudrais vous faire réagir pour terminer. La plupart des pays européens ont choisi de repousser l'âge de départ à la retraite. En France, on freine des quatre frères et c'est véritablement l'un des enjeux de ce budget 2026. J'ai une petite idée de votre réponse, mais qui a raison, qui a tort dans cette histoire ? Non, mais enfin, on connaît la situation de notre démographie. On subit exactement les mêmes freins que l'ensemble des autres pays européens. On est une population vieillissante. Pour ça, en fait, la dépendance, les dépenses dans la dépendance coûtent de plus en plus cher. Il va falloir faire face à ces dépenses. Il y a de plus en plus de seniors aussi qui vont à la retraite. Les baby boomers arrivent à l'âge d'être à la retraite. Donc tout ça, en fait, on n'a pas d'autre option que tenir compte de ces critères comme de l'ensemble des autres pays européens. Je rappelle qu'ils partent à la retraite, ou eux, en moyenne, entre 65 ans et 67 ans, quand nous, on part, a priori, actuellement, à 63 ans. Merci beaucoup Stéphanie Villers pour cet éclairage sur les budgets de nos voisins européens.